Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'À la source. Pour notre dossier de rentrée, on va parler du mariage homosexuel. Maintenant qu'on en sait un peu plus grâce à la Croix sur le projet du gouvernement, on va se poser la question du débat. Pourra-t-il avoir lieu, quand et comment? Pour en parler sur ce plateau, Béatrice Bourges, porte-parole du collectif Pour l'enfant, qui appelle à des états généraux et à un référendum. Et puis également sur ce plateau, Dominique Greiner, qui est rédacteur en chef à la Croix et qui publiait mardi un entretien avec la garde des Sceaux sur cette question du mariage homosexuel. On en parle tout à l'heure, bien entendu. Mais d'abord, le voyage du pape au Liban qui débute demain pour 3 jours. Hier, lors de l'audience générale, Benoît XVI a placé cette visite sous le signe de la paix, sur fond de révolution arabe et surtout de guerre en Syrie. La moindre de ses paroles sera analysée et interprétée à Beyrouth. Le pape remettra les conclusions du synode pour le Moyen-Orient. Le choix du Liban n'est évidemment pas anodin. Le pays est une mosaïque confessionnelle marquée par une forte présence chrétienne. Une visite très attendue par l'ensemble des chrétiens d'Orient, comme l'explique le père Marwan Tabet qui a organisé cette visite du pape au Liban. On l'écoute. Les chrétiens au Liban ou dans les pays arabes n'ont pas une armée, ils n'ont pas des armements. Ce qu'ils ont, 3 choses. Ils ont leur liberté, ils veulent leur liberté, ils veulent une aisance économique et une acceptance de l'autre différent. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe, leurs libertés sont sacrifiées, leur aisance économique et sociale sont touchées et parfois l'acceptance de l'autre n'est pas claire, est redevenue sous question. Ça, ce sont les 3 enjeux que les chrétiens cherchent. S'ils ne les trouvent pas, même s'il y a un message fort, peut-être ils ne resteront pas. Et voilà, cette visite attendue par les chrétiens, mais également par l'ensemble du Moyen-Orient, bien sûr, attentif aux événements tragiques de Syrie. Pour sortir de ce conflit syrien, Grégorios Troilame, le patriarche syrien de l'église grecque melkite catholique, demande aux chrétiens de Syrie d'ouvrir la voie de la réconciliation. Écoutez-le. J'espère que cette voie lancée par l'église de Syrie, non pas seulement par moi, c'est vraiment la voie qui va avoir un certain accord unanime. Et j'ai dit, entre autres, si l'Europe se tait un peu, une semaine, un peu de retraite spirituelle, et ne pas tellement parler, trop parler, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui changeront sur la terre en Syrie. On peut épargner beaucoup de sang qui est fusé ça et là. Et je vous rappelle que ce voyage du pape au Liban est à suivre, comme d'habitude, en direct et en intégralité sur notre antenne. Le pape a envoyé cette semaine un message aux participants de la rencontre internationale pour la paix. Elle était organisée par la communauté Sant'Egidio à Sarajevo, 20 ans tout juste après la guerre des Balkans. Depuis la fin du conflit, c'était la première fois que les représentants des différentes religions de Bosnie se retrouvaient pour un événement commun, un signe évidemment très fort à la veille du voyage de Benoît XVI dans un Moyen-Orient explosif. Retour en France avec une interview dont on a beaucoup parlé mardi dans le journal La Croix. La garde des Sceaux révélait les grandes lignes du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Il y avait donc beaucoup de monde et de journalistes à la Maison des Évêques mardi à l'occasion d'une conférence de presse du cardinal 23 sur un tout autre sujet, la prochaine visite ad limina des évêques de France. Le président de la conférence épiscopale a toutefois rapidement évoqué la question du mariage homosexuel. Selon lui, il y a des pièges pour l'Église, notamment celui de se laisser entraîner dans une instrumentalisation politique. Il évoquera d'ailleurs le sujet avec Christiane Taubira lors d'un rendez-vous place Vendôme la semaine prochaine. On en reparle dans notre dossier. L'enseignement catholique en France cherche des solutions pour faire face aux importantes suppressions de postes dans l'éducation nationale ces dernières années. Parmi les innovations de la rentrée, les cours par visioconférence dans le diocèse de Laval. Cette alternative a permis d'ouvrir une classe de japonais dans le lycée Don Bosco de Mayenne. On regarde ce reportage. Pas de professeur dans cette salle du lycée Don Bosco de Mayenne, dans le diocèse de Laval. Juste un écran. L'enseignant est lui à 60 km de là, avec une autre classe du lycée Saint-Michel de Château-Gontier. À travers la visioconférence, il fait cours aux 2 classes simultanément. Tiens, je propose que vous vous présentiez l'une à l'autre pour la première fois. C'est parti. Chacun des 2 établissements ont investi 10 000 € dans le matériel. Ainsi, le japonais a pu être proposé pour la première fois cette année au lycée Don Bosco. Sans la visioconférence, ces 4 élèves n'auraient pas pu choisir cette option.
Nous sommes dans une période avec des moyens restreints et donc nous étions souvent interrogés par le rectorat par rapport à des effectifs d'options qui pouvaient paraître un peu légers. L'idée est venue de mutualiser les moyens entre les établissements. Cette mesure s'inscrit dans les caractéristiques de l'enseignement catholique d'ouvrir au maximum ses élèves aux autres cultures. J'ai choisi ce lycée parce que il y avait l'option japonais. J'avais cherché dans d'autres établissements, mais ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit qu'il y en avait un plus près. En tant qu'enseignant, on est toujours content que des jeunes s'intéressent, s'ouvrent à d'autres langues, d'autres cultures. Si l'expérience est concluante, l'enseignement catholique de Mayenne pourrait proposer d'autres cours par visioconférence dans les années à venir. Voilà pour ce reportage. Le caté a également fait sa rentrée. En France, 70% des enfants scolarisés ne sont pas catéchisés. Du coup, les diocèses franciliens ont lancé une nouvelle campagne d'affichage que vous découvrez. En Ile-de-France, 72 000 enfants vont au caté, soit seulement 20% des élèves. Dimanche, près de 2000 fidèles participaient au pèlerinage Notre-Dame-des-Anges à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Pèlerinage méconnu, c'est pourtant l'un des plus anciens de France. Cette année, il fêtait son 800e anniversaire. On regarde ce reportage. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Fidèles parmi les fidèles dans la tradition 8 fois centenaire du pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges, les plus courageux prennent la route. 200 personnes précisément divisées en 10 groupes pour rejoindre Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne. Une bonne façon de commencer l'année du bon pied. Comme c'est tout le diocèse, donc ça permet aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans notre petite ville, dans notre paroisse, mais qu'on est tout un groupe et qu'on est là, on a tous la même foi et on veut tous avancer sur les chemins de Jésus. Après quelques kilomètres sous le beau soleil de septembre, les pèlerins arrivent finalement à la chapelle. Chacun prie et dépose ses intentions au pied de la Vierge dans une attitude de confiance en Dieu. Il y a beaucoup de piété populaire qui s'exprime ici dans ce pèlerinage, mais cette piété populaire, elle est aussi le signe d'une confiance extraordinaire en Dieu. Et cette confiance extraordinaire en Dieu, le pape Benoît XVI nous y invite bien sûr dans cette année de la foi qui va commencer dans quelques semaines à travers le texte qu'il nous a proposé, la porte de la foi. La messe en plein air conclut cette belle journée et les 2000 personnes présentes assistent à une surprise finale, un spectacle de danse tamoule, illustration de la diversité des origines du diocèse. 800 ans et toutes ses dents, le pèlerinage cette année n'a pas dérogé à la règle et la Vierge Marie rassemble toujours autant les foules. Et pour conclure, je vous propose de partir en Belgique où on fête un autre anniversaire, les 50 ans du vicariat du Brabant-Wallon. Une exposition retrace l'histoire de ce territoire situé au sud de Bruxelles, créé l'année de l'ouverture du Concile Vatican II, tout un symbole pour les catholiques de Belgique. On regarde ce reportage. Chapelle Notre-Dame-du-Marché à Jodogne, au sud de Bruxelles. Ce soir, c'est l'inauguration de l'exposition des 50 ans du vicariat du Brabant-Wallon. C'est en 1962 que l'archidiocèse de Malines-Bruxelles est scindé en 3 territoires pour prendre en compte au mieux les différents besoins pastoraux. Ces territoires se nomment vicariats. On a vécu une histoire ensemble, une aventure ensemble, et que c'est peut-être bien de faire le point. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces 50 ans ? 50 ans marqués par 3 chantiers principaux, la formation chrétienne, la présence importante de diacres dans la communauté locale et la construction d'une dizaine d'églises dans la région. On est vraiment très heureux de voir que l'église est quand même vivante. Après tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a entendu, ça fait chaud au cœur. Cette exposition est également au programme des Journées du patrimoine belge. L'événement est visible par un plus large public. On a établi le ministère des diacres. Et là, vous voyez les diacres existants en Brabant-Wallon. Évangéliser, c'est un grand mot. Je ne sais pas si on se situait de cette façon-là, mais en tout cas, se donner à connaître. Le week-end dernier, plusieurs centaines de visiteurs ont découvert l'exposition qui se poursuit jusqu'au 18 septembre. Voilà pour ce reportage en Belgique et ce rapide tour d'horizon de l'actualité religieuse de la semaine. Tout de suite, la première chronique de la saison de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour. En cette rentrée, disons-le, un peu morose, quelques souvenirs de vacances ne devraient pas nous faire de mal. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Cette phrase est prononcée par le Christ dans l'évangile de Matthieu et on la retrouve, paraît-il, également dans le Coran. J'ai repensé à cette phrase lors d'un séjour à Chamonix. Écoutez plutôt, 9h30. Les touristes se pressent pour se glisser dans la benne du téléphérique qui va les transporter jusqu'à l'aiguille du Midi.
Enfin, nous partons. Peu à peu, le rideau se lève sur un panorama exceptionnel. Aussitôt arrivé, la boîte déverse son contenu d'hommes et de femmes prêts à me piétiner parce que je ne sors pas assez vite. Mon émerveillement est la cause de ma lenteur. Là, devant moi, l'un des paysages les plus grandioses du monde, la montagne vue à 3900 mètres d'altitude. Le Mont Blanc est là, à portée de main. Plusieurs cathédrales de pierre dressent leurs flèches dans le ciel, des cathédrales que nul homme ne construira jamais, Dieu seul pouvait en être l'architecte. Quelqu'un me bouscule pour prendre une photo et me sort de ma rêverie. Les porteurs d'appareils photos sont nombreux, je les observe. Voici d'abord le genre bourrasque. Aussitôt la benne ouverte, il se précipite, au pas de course, sur la plateforme d'observation. L'œil déjà arrivé au viseur. Dans un concert de déclencheurs, il enferme la nature dans sa boîte, croyant ainsi se l'approprier. Un clic à droite, un autre à gauche, en haut, en bas, dessus, dessous, hop, il est reparti. Mais qu'a-t-il vraiment vu? Mais il n'y a pas que les photographes. Il y a ceux qui, aussitôt arrivés au belvédère, en font le tour comme s'ils étaient à la recherche d'un objet perdu. En fait, ils recherchent un emplacement pour s'installer, non pour contempler, mais pour fermer les yeux. Il paraît qu'on bronze mieux et plus vite à 3900 mètres. Alors, après s'être badigeonné d'huile, ils se déposent en douceur sur le grill. Il y en a d'autres qui ferment les yeux. Mais il ne faut pas se tromper. Leur attitude est celle de la contemplation. Ils ferment les yeux pour mieux voir, mieux éprouver l'imposante présence de la montagne. Je me suis attardé à observer un couple, deux Japonais, infidèles à leur réputation. Ils n'ont pas d'appareil photo. Ils arrivent, ouvrent leurs pliants, fixent leur chevalet, installent leur boîte de couleurs, puis, après un long regard silencieux pour mieux se laisser imprégner, ils fixent sur le papier en de légères aquarelles leurs émotions. Je suis resté longtemps auprès d'eux parce que j'étais bien. À bientôt. Merci Monseigneur pour ces souvenirs de vacances. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens. Et on commence avec Pèlerin qui consacre sa une au cathé alors que Benoît XVI ouvrira l'année de la foi dans quelques semaines. Pèlerin évoque par ailleurs la visite du pape au Liban, un voyage à haut risque alors que les combats font rage dans la Syrie voisine. Ces paroles sont attendues par l'ensemble du Moyen-Orient. Famille chrétienne parle d'une visite providentielle. Le Liban demeure un point de repère et même un espoir pour tous les chrétiens d'Orient selon l'hebdo et qui, vous le voyez, à l'occasion des Journées du patrimoine, appelle par ailleurs à sauver nos églises de campagne. Alors que le Parti socialiste vient de choisir son nouveau secrétaire général, la vie s'intéresse aux nouveaux cathos de gauche, moins visibles dans les médias et en politique. Qui sont-ils et comment font-ils passer leurs idées? Une enquête très intéressante. Et puis je vous conseille cet article surprenant dans Réforme. L'islam va-t-il se protestantiser? Un géopolitologue rappelle que l'invention de l'imprimerie a permis la réforme. Pour lui, l'islam, du fait des mutations technologiques, eh bien, tout simplement s'engage sur une voie comparable. Voilà pour la revue de presse cette semaine. Tout de suite, notre dossier. Et vous l'avez sûrement lu dans une interview accordée au journal La Croix, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, révélait mardi les grandes lignes du projet de loi qui va ouvrir le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur le projet, on va poser la question du débat. Ce débat peut-il avoir lieu ? Quand et surtout comment? On en parle avec nos deux invités. Béatrice Bourges, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole du collectif Pour l'enfant, qui, je précise, appelle à des états généraux et même à un référendum sur la question. Exactement. Et puis sur ce plateau avec vous, Dominique Greiner. Bonjour Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Vous allez nous en dire plus sur cette interview de Christiane Taubira. Mais avant d'ouvrir la discussion, je voudrais qu'on entende Didier Da Silva. Il a coécrit un appel qui vient d'être lancé sur Internet. À la table des chrétiens de gauche, c'est le nom de ce texte qui est déjà signé par une centaine de personnalités croyantes qui ont voté pour François Hollande, mais qui demande aujourd'hui l'ouverture d'un débat sur cette question du mariage homosexuel. On écoute Didier Da Silva. L'idée de l'appel est née après l'élection de François Hollande. Voilà, on s'est dit, le débat qui aurait dû avoir lieu n'a pas eu lieu, la confrontation qu'on espérait n'a pas eu lieu, maintenant qu'il est élu, c'est le moment ou jamais.
J'ai besoin de ce débat. J'ai pas de position de vérité à asséner. Je n'ai pas à condamner les gays, mais je n'ai pas à soutenir benoîtement le gouvernement. Je me dis, mince quand même, c'est suffisamment important pour que je m'approprie ce débat et que je me confronte à d'autres points de vue. Et je précise que parmi les auteurs de ce texte, il y a le journaliste René Poujol ou encore l'universitaire Éric Vincent, pour ne citer que. Est-ce que, Béatrice, il n'est quand même pas un peu trop tôt pour parler de débats zappés ou confisqués, comme on l'entendait dans la bouche de M. Da Silva ? En fait, si, un petit peu quand même, puisque apparemment le projet de loi va passer en Conseil des ministres vers le 24 ou le 25 octobre. Donc on est déjà mi-septembre. S'il passe en Conseil des ministres, c'est donc qu'il est décidé qu'il passera très vite après au Parlement. Donc oui, enfin, on a un mois pour être entendu sur un sujet. C'est peu ou c'est beaucoup pour vous ? C'est très peu. Bah oui, parce que pour un sujet de cette importance, alors je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient pour et des gens qui soient contre. En fait, le sujet, c'est de simplement pouvoir dire que chacun soit véritablement entendu. Et puis, comme vous le disiez, je suis porte-parole du collectif pour l'enfant. Donc je trouve quand même que pour l'instant, on a à la bouche que le mot gay, homosexuel ou lesbienne. Et moi, j'entends très peu le mot enfant. Or, ça ne vous aura pas échappé que le mariage et l'adoption seront dans le même projet de loi. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, que le sujet est suffisamment important pour qu'on prenne vraiment le temps d'un débat serein, non partisan, non idéologique et vraiment dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle parle de l'intérêt de l'enfant dans cette interview, Christiane Taubira, qu'elle vous a accordée dans La Croix en début de semaine, Dominique Renner. Très peu. On parle de la question de l'adoption et de permettre, de faciliter les procédures d'adoption pour des couples homosexuels qui auraient déjà des enfants, donc sur une procédure de reconnaissance d'une paternité ou d'une maternité, et puis d'ouvrir aussi la porte à l'adoption. Mais il n'est pas question de l'intérêt de l'enfant, puisqu'on raisonne en termes d'égalité des personnes, des couples, donc un couple homosexuel comme un couple hétérosexuel devrait être en mesure de pouvoir accéder à... C'est la justification de ce projet de loi. Pour moi, tel que Christine Taubira l'a exprimé, c'est effectivement l'argument central, l'égalité. Concernant le débat, est-ce qu'il est confisqué pour vous ? Est-ce qu'il y a précipitation dans la manière dont est amené ce projet de loi ? Oui, précipitation, c'est le mot que j'ai utilisé dans mon éditorial. Effectivement, on avait l'impression que beaucoup de choses sont déjà pliées. Donc la décision est prise, semble-t-il, d'aller vers le mariage homosexuel et l'adoption. On se dit quand ça s'est posé, finalement ça paraît déjà non négociable. Alors la question c'est de savoir s'il est encore possible de revenir là-dessus, de réfléchir sérieusement. Parler de mariage pour tous, ça mérite d'être discuté, les mots méritent d'être discutés, les enjeux pour l'enfant, les enjeux symboliques, qu'est-ce qu'on est en train de bricoler avec le droit. Moi, c'est une de mes inquiétudes. Si le droit n'est plus capable non plus de signifier quelque chose de la différence sexuelle et de reconnaître que pour faire un petit homme, il faut c'est bien qu'il y ait du masculin et du féminin. Donc, il y a quand même des questions de fond qui ne sont pas posées où, Christiane Taubira dit « Je suis bien conscient qu'il y a un certain nombre d'enjeux symboliques, anthropologiques majeurs. On va entendre les traditions religieuses, on va entendre les groupes divers. Je consulte, les pour, les contre. » Mais on a encore du mal à voir si on va entendre qu'est-ce que finalement cette concertation va permettre de négocier, parce que c'est bien ça l'objectif. Béatrice, il y a encore la place pour ce débat. On a l'impression que tout est un peu plié quand même déjà. François Hollande a toujours parlé de ce projet. C'était sa proposition 31, donc c'est sûr. En fait, vous parlez de négocier. Moi, je n'ai même pas envie de dire négocier, parce que je ne suis pas du tout dans la négociation pour l'instant. Je ne suis pas dans une demande de négociation sur un projet de loi qui serait déjà ficelé et où on en serait déjà aux amendements. Vous en êtes où alors? Je suis dans l'opposition totale. Et du mariage et de l'adoption. Donc je suis dans l'opposition, je ne suis pas du tout dans la négociation. Mais c'est un combat qui est possible encore. Oui, parce que dès lors qu'on dit négociation, ça veut déjà dire qu'on accepte qu'il puisse y avoir quelque chose ou que quelque chose soit déjà plus ou moins ficelé. Moi, je suis absolument contre, parce qu'on est en démocratie, que c'est un sujet qui est vraiment un sujet, en effet, anthropologique. Enfin, c'est un sujet qui est quand même qui modifie tout, qui bouleverse tout. Et je crois que les gens, d'ailleurs, ne se rendent pas compte à quel point ça bouleverse la société tout entière. C'est pas juste quelques couples homosexuels qui, d'ailleurs, ne se marieront pas. Hein. On a le Pax, donc on peut le dire. En tout cas, tous les couples homosexuels ne vont pas se marier. Absolument pas. C'est pas leur sujet, en fait. C'est un sujet qui concerne vraiment la société tout entière. On a l'impression que c'est un sujet qui est confisqué par quelques lobbies, qui sont d'ailleurs beaucoup plus hétérosexuels qu'homosexuels,
qui confisque un débat de société. Donc moi, je ne suis pas dans la négociation, je suis dans l'opposition. Alors, juste pour répondre à votre question... des états généraux, voilà. Il faut avoir du temps, il faut prendre du temps pour ça. Donc ça, c'est pas... Exactement. Alors que l'agenda va aller très vite. Pour répondre à votre question... Le projet doit être ficelé fin octobre et passer devant le Parlement en début 2013. Très vite. Donc, pour répondre à votre question, en fait, on est dans la création du rapport de force. On est dans une détermination absolue, je pense que ça se sent, j'espère même que ça transparaît. Oui, en tout cas, ça se sent. On est dans une mobilisation générale, pour l'instant assez confidentielle. On est en train de s'organiser entre réseaux. On n'est pas isolé, on est tout à fait dans l'unité des différents réseaux qui vont. Et c'est là que c'est intéressant, et merci d'avoir passé le reportage qui est juste avant, parce que c'est bien la preuve que c'est pas juste moi qui le dis. Un chrétien de gauche. Mais on est, voilà. En tout cas, qui appelle à un débat. Donc, il y a des chrétiens de gauche, il y a des gauches qui sont, il y a des gens qui sont à gauche, qui ne sont pas chrétiens d'ailleurs, et qui sont contre aussi parce qu'ils ont du bon sens, et que voilà. Et puis ça va aussi de la communauté, des hétérosexuels aux homosexuels. Donc en fait, on est en train de... Il y a des homosexuels qui sont contre ce mariage, ce projet de mariage. Et non seulement, et alors là, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que avant, ils disaient, on est contre, enfin moi je les connais bien depuis un certain nombre d'années, j'en connais beaucoup, qui disaient oui, bon, ok, on te suit, vas-y, on est d'accord avec toi, mais bon, on reste un peu en arrière de la main. Et là, ce que je trouve absolument, mais très à la fois mobilisateur, encourageant, etc., c'est que même, ça y est, ils se disent, non, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, en fait, on est là, dans un éventail vraiment large de gens qui disent, attendez, moi, ce débat, on en discute, c'est tout. Et moi, je demande... Vraiment, pas d'idéologie, du calme, de la sérénité, beaucoup de détermination, mais quand même que le gouvernement sache, et je crois que le gouvernement commence à s'inquiéter, et il a raison de s'inquiéter, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont décidées à se mobiliser, et à droite, on est comme à gauche, très comme vous nombreux, le disiez. Hétérosexuels, homosexuels, de gauche et de droite, c'est pas mal. Dominique Greiner, vous pensez vraiment que le gouvernement peut reculer sur cette question ? S'il y a une mobilisation très forte, oui, je dis, l'élection de François Hollande, ce n'est pas un blanc-seing pour l'ensemble de ses propositions. Je pense qu'un certain nombre de gens qui ont voté pour lui l'ont fait pour un ensemble de propositions, pour une coloration d'ensemble, mais pas nécessairement pour l'application de chacune des propositions. Donc la difficulté, ça va être de faire prendre conscience des enjeux et qu'on n'en reste pas dans l'affectif. Je crois que c'est une des grosses difficultés. Il y a pendant quelques temps, on nous a... c'est source de passion, ça. Voilà, source de passion, mais on a évoqué la protection des enfants pendant un certain temps. Voilà, vous voyez bien qu'il y a des enfants de couples homosexuels, il faut bien leur donner un statut par rapport... Voilà, ça a été comme ça que ça a été annoncé dans les derniers mois, et on est tous d'accord pour se dire, effectivement, il y a peut-être un bricolage juridique à inventer pour permettre à des enfants qui ont été élevés par un couple d'hommes ou de femmes, que si l'un disparaît, on se dit, il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose à bricoler là. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Puis on nous dit, oui, mais enfin, ce sera peut-être le mariage, etc. Et c'est là que, finalement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas négociation, c'est une concertation. Il y a sûrement des choses à faire, mais posons clairement les enjeux. Et c'est vrai qu'entre la protection d'enfants qui sont déjà là, parce que, il y a eu de la gestation pour autrui, il y a eu du bricolage, on ne sait pas très bien comment des enfants sont nés, enfin, ils sont là, eh bien, que l'on puisse trouver un statut pour ces enfants, mais pas ouvrir nécessairement la porte à l'adoption, pas nécessairement ouvrir la porte à la procréation médicale. Et la Croix est pour des États généraux, par exemple ? Vous pourriez soutenir ce genre d'initiative ? Oui, je crois. La Croix se veut un journal de débat, de concertation, mais la question, c'est de savoir où des gens vont pouvoir se faire entendre. Et le cardinal 23 l'a dit, il ne veut pas que le débat soit simplement parlementaire. Il faut qu'il y ait un débat général pour peut-être ces états généraux de la famille que vous désirez. Vous parliez du cardinal 23, justement. Le cardinal 23 parle aussi d'un risque d'être piégé dans ce débat pour les chrétiens, pour l'Église et puis pour la population générale, dans un débat idéologique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que je peux juste répondre au père, parce que vous avez raison, mais sur la protection juridique des enfants, parce que c'est un sujet majeur, puisque vraiment, moi, je veux focaliser le débat là-dessus. Il existe déjà dans le Code civil un article 377 sur la délégation d'autorité parentale. La réponse, elle est là. Peut-être un peu à améliorer, mais la réponse, elle est là. Sur ce qu'on avait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, du débat pour lequel on s'est créé d'ailleurs, qui était le débat sur le statut du beau-parent, justement pour régler ce genre de problème. Ségolène Royal, c'est intéressant d'ailleurs. Donc ça existe déjà pour vous en fait ? Oui, avait déjà proposé une loi sur la coparentalité où on a la délégation d'autorité parentale, article 377 du Code civil. C'est vraiment important de le dire parce que là, on est dans l'affectif et voilà tout à fait ce que vous dites. Oui, mais ça c'est pour le fond du débat, mais pour la forme, est-ce qu'il y a un piège autour de ce débat pour vous ? Mais bien sûr qu'il y a un piège. Le piège, c'est que ça aille beaucoup trop vite. Le piège, c'est que ce soit exclusivement dans l'affectif. Et merci de l'avoir souligné, c'est très vrai. Et le fait que ce soit beaucoup trop rapide et le fait que ce soit un débat confisqué,
par le Parlement. C'est un débat qui appartient à tout le monde. Et Jean-Marc Ayrault qui n'arrête pas en ce moment de parler de concertation. Donc on a une concertation des États, je sais pas quoi, généraux pour l'environnement, pour la santé, pour je sais pas quoi, l'éducation, pour un, et puis pour la famille, non rien. Mais la famille, c'est l'essentiel dans la société. Tout le monde est concerné par la famille. Pourquoi Christiane Taubira vous a accordé cet entretien? Vous avez été surpris? Je pense qu'il y a... oui, enfin, on est toujours surpris, puis de toute façon flatté. Et dans le même temps, je crois que c'est aussi une sorte de contre-feu. Il y avait eu aussi une proposition de loi qui a été déposée au Sénat par les écologistes au cours des dernières semaines, qui allait très loin. Et donc c'est aussi une manière de border. Enfin, je crois qu'il y a des jeux d'influence, il y a un jeu de communication, c'est évident. Peut-être qu'on est instrumentalisé, enfin, dans des politiques de cette nature-là. On ne se fait pas d'illusions là-dessus. Et dans le même temps, bon, si débat il y a à avoir, c'est intéressant d'entendre les positions des uns des autres. Enfin, c'est la position du journal, c'est pour ça que nous avons accepté d'ouvrir nos colonnes à Christiane Taubira. Entendons les propositions, bon, et c'est là qu'on a été surpris de découvrir qu'effectivement beaucoup de choses étaient déjà avancées, du moins ce qu'elle en disait. Est-ce que la ministre de la Famille a contesté après, dit non, on n'en est pas encore là. Donc il y a des enjeux de pouvoir aussi, des tensions entre ministres, voilà, qui sont à gérer. Une tambouille. Voilà, une tambouille. Pour conclure, il nous reste 20 secondes. Béatrice, qu'est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens se sentent mobilisés sur cette question aujourd'hui? Je pense qu'ils sont beaucoup plus mobilisables que mobilisés pour l'instant. J'ai extrêmement confiance là. À nous de jouer, vraiment à nous, tous les réseaux, etc. Mais il y a une grande concertation des réseaux. Donc vraiment, pour ceux qui nous écoutent, mobilisez-vous. C'est pas perdu d'avance, jamais perdu. Un combat n'est jamais perdu d'avance et il n'est jamais perdu tant qu'il n'a pas été mené. Donc on va le mener et on est vraiment déterminés. Voilà, comme ça c'est dit. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site internet de KTO. À la semaine prochaine. Merci. Merci.